Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis de l'Afrique, 2014 va progressivement vers sa fin, mais après 2014, il y aura des soubresauts politiques dans notre région. Des mandats vont se terminer, des mandats ne peuvent plus être renouvelés. Et donc toute l'actualité est un peu connexe à ces échéances incontournables. Et pour faire une lecture de l'actualité en RD Congo et au Rwanda, nous avons aujourd'hui 3 invités. Ils vont se présenter, même si vous les connaissez déjà. Messieurs. Je m'appelle Jean-Marie Michombero. Tout d'abord, merci de votre invitation, comme d'habitude. Comme précédemment, je suis un des cadres de l'organisation politique de l'opposition rwandaise, le Rwanda National Congress, et je suis chargé de la diplomatie et de relations avec les autres organisations. Merci bien. Et madame? Marie-Madeleine Bichamomaka. Je suis membre du bureau exécutif du parti FDI Inkingi et c'est avec le plaisir que je viens m'exprimer avec vous pour commenter l'actualité de la région et surtout mobiliser les gens pour aller protester massivement contre la présence de Paul Kagame à Londres la semaine prochaine, le 20 octobre 2014. Merci bien madame. Et à ma gauche? Oui, c'est monsieur Benjamin Stani Kalombo. Je suis président de la Prodec Asbel. Une association des droits belges, je pense qu'on se connaît déjà plus ou moins avec vos lecteurs en ligne que je salue au passage. Et je suis là pour mobiliser la communauté congolaise et aussi la communauté rwandaise pour aller bien accueillir le plus grand criminel encore en activité, Paul Kagame. Et sans plus tarder, nous allons vers l'actualité brûlante. Donc si j'ai bien compris, madame Madeleine, monsieur Paul Kagame vient en Europe et vous n'êtes pas d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et pourquoi? Et surtout qu'ils viennent maintenant à Londres. Vous savez le sort que l'opposition rwandaise et congolaise lui a réservé il y a 1 an à Londres. Et puis il y a une semaine, une dizaine de jours, il y a eu un documentaire que la BBC a diffusé qui montre clairement la responsabilité de M. Kagame dans les tueries qu'il y a eu au Rwanda pendant la guerre 90-94 et ça s'est poursuivi. Maintenant ça continue. Vous voyez, il y a quelques jours, il y a des corps qui flottent dans un lac à la frontière entre le Rwanda et le Burundi, le lac Rweru. Toutes ces personnes qu'on massacre clandestinement et qu'on jette dans le lac, qu'on croyait qu'ils allaient donc aller au fond et pas flotter. Et les enquêtes démontrent que c'est le Rwanda qui est à l'origine. Il a essayé de voler ceux qu'on avait enterrés, mais les pêcheurs burundais étaient en train de voir ces personnes qui venaient dans des bateaux avec des lampes torches pendant la nuit. Et maintenant, donc, la communauté internationale exige des explications. On veut donc aller protester, dire encore une fois que cette personne n'a pas le droit d'agir dans le concert des nations comme un représentant d'un peuple alors que c'est un massacreur, un génocideur. Voilà, et donc allons-y nombreux lundi prochain à Londres. C'est à 7h du matin qu'on doit être rassemblés au niveau de l'hôtel où la conférence aura lieu. Et plus de détails, mon collègue et tous les autres, nous allons les donner pendant cette entrevue. Merci. Je reviendrai à votre collègue Jean-Marie, mais je vais quand même avoir un avis de la partie congolaise avec monsieur Stanislas Kalombo. Vous, en tant que Congolais, en quoi vous pouvez vous opposer à la venue de M. Kagame à Londres? Bon, il est évident que ce n'est même pas démontré. Tous les rapports, que ce soit de l'ONU, des experts de l'ONU, que ce soit les rapports de Human Rights Watch, d'Amnesty International, des ONG congolaises, Voix de Sans Voix, Azado, Touche Noire, le groupe Lotus, tous ces rapports à Prodec, tous ces rapports démontrent la mainmise de Paul Kagame dans les massacres qui se déroulent à l'Est. Comme vous le savez, il a instrumentalisé toutes les rébellions à l'Est. Je cite au passage AFDL, CNDP, M23, Moudundu, je ne sais pas, 50 ou 40, les Maïmaï X consorts, les Raya Mutomboki et les FDL, il a même créé
FDLR bis. Donc on ne sait plus qui sont les vrais FDLR, tellement qu'il les a coiffés au poteau, et c'est ces gens-là qui commettent des viols massivement à l'est du Congo. Donc c'est un monsieur que n'importe quel Congolais, en tout cas ici en Europe, doit se mobiliser pour aller protester contre sa venue dans une partie du monde où le droit de l'homme est respecté. C'est quand même honteux que l'Europe donne, en tout cas laisse un monsieur comme ça, un criminel, un plus grand criminel, il faut le dire, de l'histoire de l'humanité, encore en activité, fouler le sol ici européen. Donc on doit manifester notre mécontentement, et ça doit s'entendre très fort. Bien, merci. Monsieur Michombero, la BBC qui publie un documentaire très accusateur, Londres qui invite Monsieur Kagame. Comment expliquer ces double face, et quelle est votre position, la position de votre parti par rapport à tout cela? Une chose reste vraie, c'est que M. Kagame, tout comme certains dirigeants de la région qui feront partie de la réunion à Londres, ils ne sont pas des invités, du gouvernement anglais. Ça, c'est un point clair que les gens doivent connaître. C'est dans ce sens que je crois, avec la diffusion du documentaire de la BBC, je pense que c'est un pas où les Anglais commencent à constater, les officiels anglais commencent à constater le rôle qu'a joué M. Kagame dans la tragédie dans la région en général et au Rwanda en particulier. Le fait qu'il ait l'invité, je dirais, des lobbies privés, cela montre que c'est quelqu'un qui perd du jour au lendemain la crédibilité qu'il avait chez les Anglais. Mais cela n'est pas suffisant quant à nos communautés de la région. C'est pourquoi, d'une part, nous devons nous mobiliser en masse pour aller protester contre lui. Ce sont les Rwandais, ce sont les Congolais, ce sont les Burundais, ce sont les Ougandais, toutes les victimes de ces atrocités qui doivent être là, présents. Les deux entrées de l'hôtel Savoy où on attend que M. Kagame devra passer, il faut qu'on le signale publiquement. Je sais que ce service de renseignement cherche toutes les informations. Une information très simple, c'est que toutes ces deux sorties seront fermées pour M. Kagame par nos compatriotes qui seront présents à Londres. Ça, c'est une chose que M. Kagame doit connaître. Et d'autres choses très importantes qu'il convient de noter, vous l'avez un peu souligné, c'est un criminel de grand renom qui réunit toutes les antivaleurs d'un leader démocratique. Cela est documenté par le mapping report qui montre son rôle dans les atrocités dans la région. Plus de 6 millions sont morts de par sa planification. Les Human Rights Watch, l'Amnesty International et toutes les sources indépendantes documentent son rôle dans les atrocités de la région. À côté de cela, c'est un leader qui maintenant, il n'a plus d'autre voie de sortie. Il manigance pour se maintenir encore au pouvoir. Peut-être on va en parler. Chez les Rwandais, nous attendons aux élections en 2017. À l'intérieur, derrière les rideaux, le FPR, le Front Patriotique Rwandais, qui est son parti au pouvoir, fait tout pour qu'il puisse négocier le changement de la constitution ou l'amendement de la constitution rwandaise. Mais les Rwandais sont tellement sensibilisés qu'on ne va plus l'accepter. Alors, entendre M. Kagame venir dans les nations civilisées, c'est non seulement une honte pour les gens qui l'invitent, à cause de tous ces antivaleurs qui réunit, mais d'autre part, c'est une honte à toute personne qui connaît ce que Kagame est, qui ne veut pas participer à ce qu'il puisse se mettre de côté parce que la région n'a plus besoin de leaders de ce genre. Madame Madeleine, nous reviendrons au problème de constitution quand nous donnerons la parole à notre ami de la RD Congo. Monsieur Kagame, il a la peau dure. Et on diffuse le film à la BBC, mais on apprend déjà qu'il veut obtenir qu'on lui envoie tous les opposants, entre autres le mari de la présidente de votre parti. Comment vous interprétez la position du gouvernement hollandais? Décorrompu? Bon, le gouvernement hollandais, comme la plupart des gouvernements occidentaux, ont très longtemps avalé les mensonges que véhiculait le pouvoir rwandais à propos
des personnes des Rwandais qui ont fui le Rwanda et qui sont actifs dans l'opposition. Madame Victoire Ingabire est parmi les personnes qui ont pris la décision d'aller combattre le pouvoir rwandais sur place. Et il a laissé derrière elle des personnes qui ont continué à agir activement de l'extérieur, parce que vous savez, à l'intérieur, en fait, tout le monde est muselé. Donc, c'est surtout la voix de l'opposition à l'extérieur qui gêne beaucoup M. Kagame. Maintenant, la tactique de M. Kagame est laquelle? Il sait que maintenant, son pouvoir, en fait, est aux abois et que la vérité qu'on a longtemps cachée commence à être dévoilée à tout le monde. Et alors, ce qu'il fait, c'est quoi? Comme il y a des pays qui commencent à vouloir lui dire stop, même si ce n'est pas de façon très claire, mais par exemple, ce documentaire de la BBC, ce que le documentaire montre, ceux qui l'ont diffusé le savaient déjà depuis des années, mais ils ne l'ont pas osé le mettre au vu de tout le monde. Pourquoi ils le font maintenant? C'est parce que maintenant ils se disent que le fruit est presque mûr pour tomber. Et alors, maintenant, Kagame, ce qu'il veut, c'est quoi? Il fait la contre-offensive. La contre-offensive, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il doit absolument couper la tête de tous les opposants. Et alors, s'attaquer au mari de Madame Victoire Ingabire, c'est comme le fait qu'il a tué M. Patrick Karegeya. C'est comme le fait qu'il a tenté d'assassiner plusieurs fois M. Kayumba Nyamwasa. C'est comme nous aussi, nous sommes dans le mire de son fusil et que nous savons qu'à tout moment, il peut nous liquider, soit en nous attaquant à la manière des bandits, comme il a fait pour M. Karegeya ou M. Kayumba et tant d'autres, ou alors en utilisant le poison, comme cela a été démontré publiquement qu'il utilise le poison, en passant par les amis des personnes de l'opposition, mais tous les moyens possibles, quoi. Alors, s'attaquer au mari de Madame Ingabire, c'est toujours dans ce contexte-là. Donc, de vraiment casser l'opposition au maximum. Comme s'il disait, je sais qu'il ne me reste pas longtemps, mais je veux partir en ayant cassé tous ces gens. C'est ça sa tactique. Voilà. Après le documentaire qui est passé aux ondes de la BBC, le lendemain, non, 2 ou 3 jours après, c'est Intore. Intore, c'est la milice du FPR qu'il a créée à l'extérieur du pays. Il y en a aussi à l'intérieur, mais à l'extérieur du pays, justement pour combattre l'opposition à l'extérieur du pays. Il y a donc 3 ou 4 jours après, ils ont fait une manifestation devant la BBC pour protester, dire oui, ça ce n'est pas une émission, ça c'est le négationnisme, ça c'est vraiment un groupe génocide, alors que Kagame lui-même est le premier qui fait groupe génocide. Et maintenant aussi pour l'avenir de Kagame lundi prochain, ils prévoient une forte manifestation. Eux, ils ne s'attendaient pas. Comme il nous reste peu de temps, ils ne s'attendaient pas à ce que nous aussi de l'opposition, nous nous mobilisions pour aller nous aussi soutenir ce que la BBC a diffusé et pour dire que cette personne, nous la combattrons jusqu'au dernier jour. Que, quoi qu'il arrive, il a beau vouloir donc déporter les gens comme le mari de Victoire Ingabire, comme les autres personnes de l'opposition qui sont en Hollande et qui sont dans la même difficulté. Il a beau vouloir nous assassiner, quels que soient les moyens, mais nous n'arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas, et même si nous arrêtons, si jamais il arrive à ses fins et qu'il nous élimine, nous aurons planté une graine qui poussera jusqu'à ce qu'on libère le Rwanda, on libère la région. Nous terminerons par les dispositions pratiques pour Londres, mais nous allons quand même faire un clin d'œil par rapport aux échéances électorales en RD Congo, qui sont pratiquement les mêmes qu'au Rwanda. Monsieur Mikombero a parlé de la constitution qu'on voudrait changer au Rwanda pour que M. Kagame reste au pouvoir ad vitam aeternam. Et M. Benjamin Stanislas Kalombo, qu'en est-il à RD Congo de cette constitution qu'on voudrait soit charcuter, soit carrément changer? Merci pour la question. Donc c'est vraiment d'actualité dans la région. Bon, il s'est fait qu'au Congo, ce sera très difficile pour M. Kabila et son régime. Ceci d'autant plus qu'il n'a que 2 possibilités. Soit il passe par un référendum, soit il passe par en convoquant le Congrès. Or, dans les 2 cas, il se fait que c'est quasiment mission impossible. Pourquoi?
Je commence par la convocation du congrès, où d'ailleurs M. Cheikh Fita a fait un bon article, je dirais un pamphlet qui a tapé dans le mille, en démontrant simplement que réunir le congrès dans l'état actuel des choses, le Sénat est complètement, je dirais pas illégal, mais je dirais illégitime, puisque ça ne cadre pas avec l'esprit même de la Constitution. Pourquoi? Parce que le mandat des sénateurs a déjà expiré depuis longtemps. Comme les médicaments, quoi. Voilà, comme un médicament, complètement périmé. Et je me demande souvent pourquoi est-ce que ces gens-là, et pour la plupart des professeurs d'université et des droits constitutionnels, ça se pointe encore au Sénat jusqu'à présent. Parce qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on a une majorité asymétrique. Donc, il y a déjà 2 élections législatives où certains partis politiques n'existent même plus. Donc, ils sont représentés au Sénat par des individus qui ne représentent plus personne que leur propre famille ou bien leur propre ventre, en fait. Donc, ils sont là pour leur propre ventre, ils représentent plus personne parce que leurs électeurs ont déjà choisi d'autres personnes. Je ne sais pas si l'opinion voit ça. L'opinion doit comprendre que les gens qui sont là ne représentent plus personne. Alors, c'est des gens comme ça qui vont se réunir pour modifier la Constitution, c'est scandaleux. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est passer via le référendum. Donc, et permettre à M. Joseph Kabila de se représenter, il faut toucher à au moins deux articles de la Constitution, qui sont l'article 70, donc 70 pour les Belges, qui, lui, limite la durée du mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Or, M. Kabila, il a déjà atteint la date de péremption, enfin, il va atteindre la date de péremption normalement en 2016, mais sans oublier qu'il avait déjà un pré-mandat qui a commencé illégalement en 2001. Donc, ce monsieur a déjà 3 mandats. En réalité, il va faire 3 mandats en 2016. Donc, aller encore au-delà de 2016, ça va lui faire un 4e mandat, ce qui est déjà de trop. Et puis, une deuxième chose, modifier l'article 70 veut dire qu'il faut qu'on modifie aussi l'article 220 qui, lui, carrément, c'est le dernier verrou pour toucher aux articles qui sont complètement verrouillés dans la Constitution. Donc, pour arriver à cela, il faut faire un référendum et appeler le peuple à aller toucher ces 2 articles, qui est quasiment mission impossible, parce que comme on le sait déjà, ce monsieur, avec sa majorité, c'est une majorité complètement artificielle, fabriquée par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des élections chaotiques du 28 novembre 2011. Raison pour laquelle, donc, pour que Kabila reste au pouvoir, il doit carrément faire un coup d'État constitutionnel et revoir, enfin, en tout cas, c'est la seule solution qui leur reste, c'est de réécrire une nouvelle constitution. Même dans ces cas-là, ils doivent passer par le référendum ou par le congrès. Or, il ne peut pas avoir de congrès. Voilà, il n'aura pas de référendum. Voilà, donc c'est la quadrature du cercle. Oui, vraiment. Merci bien pour cette analyse, monsieur Stanislas. Et un mot sur l'éventualité de changer la constitution au Rwanda, et puis on donne les dispositions pratiques pour Londres. Oui, monsieur Cheikh, en fait, chez nous, c'est 2017. C'est la date, c'est l'année où M. Kagame doit quitter la présidence, selon le principe de la Constitution. Mais moi, je vais beaucoup plus discuter sur ce que M. Kagame fait maintenant pour qu'il puisse facilement changer la Constitution. Tel qu'on le connaît, il fait tout pour qu'il puisse changer cette Constitution. À l'intérieur, il n'y a pas une opposition vraiment qui puisse faire un grand obstacle à ce processus qu'il a déjà entamé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? À partir des députés ou des sénateurs issus du parti au pouvoir, le FPR, maintenant il fait des tournées dans les écoles, là où on peut avoir, je veux dire, les élites ou toutes les personnes qui peuvent être un obstacle à sa démarche, pour qu'il puisse les conscientiser, les sensibiliser, afin que ces personnes même puissent dire que voilà, M. Kagame, libérateur, il n'y a plus rien sans lui.
Maintenant, c'est une formule difficile parce que maintenant, les Rwandais à l'intérieur, ils connaissent et ils savent que M. Kagame, c'est plus quelqu'un qui travaille pour eux. Alors, le grand obstacle pour lui, et je pense que c'est le plus difficile pour lui, c'est l'opposition qui se trouve à l'étranger, mais qui a aussi des racines à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de la décapiter. Ce qu'il a fait en assassinant M. Patrick, un collègue de notre organisation politique. C'est ce qu'il fait en assassinant juridiquement Madame Victoire Ingabire. L'assassiner juridiquement, je veux dire que c'est quelqu'un qui ne peut plus, de par la loi en présence, après avoir purgé sa peine, ne peut plus exercer un mandat politique à ce niveau. Il y a tous ces présidents des organisations politiques, Mouchaïdi qui est en prison, qui purge une peine à perpétuité, je crois. Il y a Ntaganda qui a purgé sa peine, maintenant qui est dehors, mais c'est quelqu'un qui est dans la grande prison rwandaise. Même s'il a quitté la prison, mais il est toujours à l'intérieur, il ne peut pas voyager. Qu'est-ce qu'il fait à l'étranger? C'est que ma consoeur a discuté. Toutes ces personnes qui sont à l'étranger, y compris nous-mêmes, ils fabriquent du jour au lendemain des dossiers judiciaires. Soit si tu es un Hutu, c'est soit un dossier de génocide. Si tu es un Tutsi, c'est soit quelqu'un qui travaille avec les FDLR. Alors, les pays qui nous hébergent, ils commencent à comprendre que cette formule est aussi impossible. Mais les naïfs ne manquent jamais. Vous aviez dit, la Hollande serait-elle corrompue? Corrompue, je ne crois pas. Naïf, pas tellement. Mais je dirais que la Hollande, qui héberge le mari de Victoire, est en dilemme. Ce pays finance le système judiciaire rwandais à plus de 90%. Alors, dire qu'il y a des dossiers qui ont été instruits par Kigali, dire qu'on ne peut pas extrader ces personnes, c'est en d'autres termes dire aux Hollandais, les taxpayers ou les gens qui donnent l'argent au gouvernement rwandais, qu'ils financent un projet qui n'a pas abouti. Alors, pour peut-être se tirer dans cette merde, ils sont obligés de commencer à initier des processus dans ce sens. Mais je crois beaucoup plus à l'indépendance des systèmes judiciaires européens, ou la Hollande, même si Kagame il a des grands lobbies qui influencent le MINAFET, les affaires étrangères hollandais, qui peuvent manipuler l'immigration. Moi, je crois beaucoup plus que la justice hollandaise ne va pas tomber dans cette naïveté. Alors, ils nous pourchassent pour nous exterminer, parce que ce sont nous-mêmes, leaders de l'opposition, qui essaient de faire grand obstacle, sensibiliser non seulement les Rwandais et les étrangers, afin qu'ils ne puissent pas amender la Constitution. Même c'est difficile d'y arriver. C'est difficile d'y arriver parce que la pression que j'ai vue à travers les communiqués du département d'État américain, les déclarations qui commencent à sortir avant 2017, ce sont des grands obstacles, M. Kagame. Bien, nous atterrissons progressivement avec notre émission. Alors, pour ramasser tout cela, qu'est-ce que vous avez comme dernier mot, Madame Madeleine? Notre ami Benjamin donnera aussi un dernier mot par rapport aux actions de son association vis-à-vis du processus électoral, et M. Jean-Marie donnera enfin donc les dispositions pratiques pour l'arrivée de M. Kagame à Londres. Oui, j'ai pas bien compris la question. Donc, par rapport à tout ce que nous avons dit, quelle est votre conclusion? Quel est le dernier mot que vous pourrez donner par rapport à tout ce que nous venons de parcourir dans l'actualité donc chaude de nos deux pays? D'accord. Bon, enfin, le dernier mot, c'est lequel? Le dernier mot, c'est de poursuivre le combat sans se décourager, quelles que soient les embûches qu'on trouve sur notre chemin. Et donc, barrons la route à cette dictature pour que nous y mettions fin le plus rapidement possible. Aussi, ce que je veux dire, c'est que les Rwandais, les Congolais, les Burundais, toutes les personnes de la région devraient quand même comprendre que Kagame n'est pas l'ennemi du peuple rwandais seulement, mais qu'il est l'ennemi de toute la région, et que donc, plus on met nos forces ensemble, plus le moment de notre délivrance approchera. Et donc, puisque tout cela, bien sûr, le gros du travail ne peut être fait que par nous-mêmes, parce qu'il y a même un proverbe qui dit « Dieu n'aide que celui qui s'aide lui-même ». Et donc, unissez-nous,
travaillons dans l'ordre et la discipline, ne nous décourageons pas, et puis conscientisons la communauté internationale. Encourageons ceux qui osent, comme les Anglais, la BBC l'a fait, encourageons-les, et nous pouvons aussi collaborer avec eux pour que tout ce qui a été caché, tout ce qu'on a camouflé soit mis à jour, et que ce n'est que sur cette base-là que le monde entier peut s'impliquer dans la recherche d'une justice équitable pour tout le monde dans la région, et alors d'une démocratisation pour que ce qui s'est passé depuis 24, puisque la guerre des FPR a commencé en 90, depuis 24 ans, on y mette fin et qu'il y ait un renouveau politique dans la région. C'est le dernier mot, et alors venons nombreux pour que lundi prochain, à la manifestation contre Kagame, il ait ce qu'il mérite, comme on l'a fait l'année passée. Bien. Monsieur Benjamin, peut-être qu'un élément qu'on aurait oublié, qui semble important par rapport à l'actualité en RD Congo, et puis le message que vous lancerez aux compatriotes et aux combattants pour Londres. Okay, merci de rappeler qu'il y a un point très important que j'ai oublié de souligner. Donc, la semaine passée, la Prodec Asbel a publié un communiqué de presse, en tout cas stigmatisant le rôle néfaste joué par le monsieur Jean-Pierre Kalamba, qui est un délégué de l'UDPS qui est dans les institutions. Comme vous le savez, c'est des députés qui se sont auto-exclus, puisque Etienne Tshisekedi avait refusé que les députés aillent siéger dans ce Parlement, pour finir qui ne représente qui représente pas le peuple, si vous voulez. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Donc, ce monsieur, il faut souligner que le législateur congolais a donné des compétences énormes pour les rapporteurs de la CENI, de la commission électorale. Donc, le rapporteur de la CENI a un rôle important à jouer dans le contrôle du fichier électoral. Ça veut dire les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, les opérations de nettoyage du fichier et la fiabilisation et la gestion même du fichier central. Donc, c'est vraiment, il faut le rappeler, que le pouvoir avait commis une erreur monumentale en confiant toutes ces prérogatives à l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ce monsieur, au lieu de faire jouer ses prérogatives qui sont dans la loi, précisément dans l'article 25 ter de la loi organique de la CENI, ce monsieur ne passe jusque-là que comme porte-parole de l'abbé Malumalu pour finir. Alors qu'il a un rôle technique essentiel dans l'organisation des élections. Dites-le lui, adressez-vous à lui directement. Donc, comme M. Kalamba, si vous m'écoutez, sachez que, là je suis sérieux, sachez que vous êtes, en tout cas, si vous ne changez pas, puisque vous avez en principe, à la fin de ce mois, pour publier le rapport, non seulement le rapport final du nettoyage de fichiers électoraux de 2011, mais aussi le rapport de l'audit externe et de l'audit interne qui a été fait au mois de novembre, je crois, de l'année passée. Et l'audit externe est en train d'être effectué jusqu'au 20. Donc à partir du 20, en principe, on devrait avoir les résultats de cet audit. Et on n'en rêve même pas, puisqu'on sait déjà ce qui va se passer. Parce que dans l'ancien fichier, qui est l'actuel fichier, il faut dire, on avait, en tout cas au niveau de notre ONG et de la Prodec, on avait évalué le nombre de faux électeurs à 9 800 000 électeurs fictifs. Donc c'est avec ces nombres-là qu'ils ont fait tout ce tripatouillage au niveau des résultats. Maintenant, il se passe quoi? Il se passe que le régime espère organiser son fameux référendum avec le fichier électoral contenant les 9 800 000 faux électeurs, et ensuite continuer à organiser les élections locales, provinciales et nationales et présidentielles avec le même fichier. C'est très dangereux, puisqu'on voit déjà le premier signe que l'abbé Malumalu ne veut pas réouvrir le centre d'enrôlement pour enrôler les nouveaux électeurs, notamment les jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité depuis le 24 juillet 2011. Donc il se fait que pour l'abbé Malumalu, donc les jeunes qui ont atteint l'âge
la majorité depuis 2011, ils ne vont pas voter en 2016. Mais Donc, les morts vont voter. Exact. Donc, ça fait, en tout cas, selon notre évaluation, ça va faire environ 3 500 000 jeunes qui ne vont pas voter alors qu'ils sont majeurs. On leur prive non seulement du droit de vote, mais aussi des droits d'être éligibles aux élections, puisque ces jeunes-là peuvent postuler à différents postes, comme député, comme éventuellement, pas président, puisque là j'ai de 30 ans, je crois, mais en tant que député, ils peuvent postuler, mais l'abbé Malouma leur prive ce droit. Donc c'est que je tenais à dénoncer. Maintenant, pour revenir au fameux, enfin à la visite de Kagame, ça, les Congolais doivent savoir que le changement de régime au Congo va de pair avec le changement de régime à Kigali. Ça, c'est clair. Donc, je suis là avec les principaux partis, les représentants des principaux partis de l'opposition rwandaise. Ça, les Congolais doivent se mettre en tête que Kabila part, ça veut dire Kagame part. Kagame part, ça veut dire Kabila part aussi. Parce que son soutien, c'est Kagame. Il faut rappeler, ça j'insiste, si le monde politique à Kinshasa, particulièrement à Kinshasa, ne le dit pas, moi ici j'affirme que tous les mois, James Kabarebe descend à Kinshasa. Donc ce monsieur, c'est lui qui dirige tous les services de renseignement au Congo et c'est lui qui donne son aval pour toutes les nominations dans les services de renseignement, dans la police et dans l'armée. Donc les Congolais doivent absolument se mobiliser pour que ce monsieur n'ait même pas le droit de fouler ce pied ici en Europe et continuer à se mobiliser et travailler avec les Rwandais, enlever tous ces préjugés puisqu'on est tous logés dans la même enseigne. Travaillons dans la main, il n'y a que l'union qui fait la force. Voilà. Merci bien, M. Kalmo. Et maintenant, les dispositions pratiques pour clôturer notre émission. Juste pour clôturer l'émission, pratiquement, qu'est-ce qui doit se faire? D'abord, c'est que les Rwandais, les Congolais, les Burundais, les Ougandais et toutes les victimes des oppressions, des assassinats de M. Kagame, de tous les crimes qu'il a commis dans la région, doivent se mobiliser et être ensemble dans l'avant-midi de lundi, le 20. Parce que c'est dans cet avant-midi que les chefs d'État sont attendus à Londres, à l'hôtel Savoy. Les gens doivent être là à partir de 7h du matin pour que le criminel Kagame ne puisse pas avoir la chance d'accéder à cette salle. Je le réitère, à manifester pacifiquement, faire passer le message afin qu'il ne puisse plus, M. Kagame, revenir ici en Europe. La fois passée, quand on avait discuté de ce problème sous vos antennes, je crois plus que Kagame serait quelqu'un qui devrait encore venir ici en Europe, en l'occurrence à Londres. Ça, c'est une première clarification. L'autre clarification a été un peu touchée par mon confrère, c'est que quand vous devez analyser les problèmes de la région et trouver une solution définitive à ces problèmes, il faut les chercher au Rwanda, au régime de M. Kagame. Toutes les fois que tout le monde va se mettre ensemble et dire à M. Kagame de quitter, de ne plus avoir de place dans des forums comme celui de Londres, je pense que ce sera un pas dans ce que nous faisons dans notre lutte vers la démocratie. Kagame croit qu'avec l'argent, il peut tout acheter. J'apprends déjà que les avant-gardes qui sont déjà à Londres cherchent les organisateurs afin qu'ils puissent les acheter avec beaucoup d'argent qu'il a pillé au Congo et qu'il pille aussi dans le budget rwandais. À mes amis, à mes confrères, prenez cet argent, essayez d'utiliser cet argent pour communiquer le maximum possible afin de mobiliser tout le monde pour que ces gens-là, pour que les Congolais, Rwandais, Burundais et toutes les victimes des atrocités de M. Kagame puissent être présents, fermer la porte afin qu'ils ne puissent pas entrer dans cette auguste assemblée. Et un tout dernier mot? Oui, je peux ajouter quelque chose concernant donc la mobilisation. C'est qu'il ne reste plus qu'une semaine. Et comme il y a des personnes qui sûrement vont de Bruxelles aller à Londres, pour s'organiser, il est prévu une réunion demain à 18h. Je ne dis pas l'adresse exacte pour que les Intori
de Kagame ne viennent pas éventuellement nous saboter, mais la majorité des personnes qui suivront cette émission des Rwandais savent où on fait souvent des réunions le mardi soir à partir de 18h. Donc c'est demain c'est quelle date? Demain le 14 à 18h, on se réunit au même endroit où on fait des réunions souvent le mardi soir et pour donc tout examiner et responsabiliser ceux qui s'occuperont de chercher des minibus ou des cars qui vont y aller ou du convoiturage réservé pour le passage sous la Manche et puis alors mettre tout au point quoi, voilà et donc c'est demain à 18h, demain mardi le 14. Chers invités, je vous remercie pour votre réponse à notre émission des regards sur l'actualité en RD Congo, au Rwanda, en Afrique. Et encore une fois, nous appelons tous nos téléspectateurs de intérioriser tous les messages qui ont été donnés ici. On ne libère pas un peuple se libère. Et donc, s'il y a une grande mobilisation, cela ira dans le sens de la libération totale de l'Afrique. Merci encore une fois, et merci aussi à notre réalisateur Gérard Kanabasao, grâce à qui vous avez ces images.